Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast de Contournement. Et cette semaine, on va parler de l'atelier digital. Voilà, un projet que je trouve très intéressant, dont j'ai entendu parler la première fois quand un de mes deux invités, donc Marc, en a parlé à un meet-up No Code France, si je me souviens bien. Tu as présenté l'idée un petit peu de faire une coopérative voilà, pour faire travailler des gens ensemble autour du no-code. Je vais te laisser expliquer ça évidemment bien mieux. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec Fanny quelques fois. On s'est croisés à la No Code Week et puis après au No Code Summit. Et puis surtout au No Code Summit, je vous ai vu au moins une dizaine avec des t-shirts roses partout. Je me suis dit, bon, ok, il se passe quelque chose quoi, entre le jour où tu as présenté cette idée comme ça en 5-10 minutes très rapidement et puis je sais pas, même pas un an plus tard en fait. On va refaire un petit peu la chronologie. Voilà, donc je me suis dit, je vous ai proposé de venir tous les deux, donc Marc Lamouré et Fanny Bellon, pour parler de l'atelier digital. Merci beaucoup d'être avec moi. Peut-être pour bien commencer, et je vais vous demander de vous présenter, peut-être Fanny en premier. Oui, ouais, bonjour, enchantée. Donc, moi, c'est Fanny, j'ai 28 ans. Je suis sur Marseille et j'ai fait une reconversion professionnelle dans le no-code. Avant, j'étais dans le médico-social, je travaillais avec les enfants atteints d'autisme et c'est en février 2023 que j'ai fait le bootcamp Bubble Developer avec Otto. Et en sortant de ce bootcamp, j'ai fait la rencontre de Marc qui m'a parlé de l'atelier digital et dans lequel je suis à l'heure actuelle. Cool. Bon, on reviendra là-dessus un petit peu pour savoir qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans et tout. Moi, ça Oui. m'intéresse un petit peu. Marc, toi, un petit peu, qui es-tu ? Et moi, je m'appelle Marc Lamouret. Je suis le fondateur de l'atelier digital. Je suis en tout cas l'initiateur, plus qu'un fondateur. L'idée, c'était de pouvoir regrouper des forces vives autour d'un projet qui a du sens pour moi, tout simplement parce que le no-code, il y a un peu, c'est un peu un buzzword. On en entend parler depuis 5-6 ans. Mais finalement, moi, je m'aperçois que je fais du no-code un peu comme Monsieur Jourdain, sans le savoir, depuis quasiment 20 ans. Heu, Parce que, au départ, j'ai fait une formation qui était plutôt marketing et communication, et puis j'ai commencé à bosser dans l'événementiel, et puis dans l'événementiel, au bout de 3 semaines, je me suis dit: «Mais putain, mais on travaille comme des cons dans ce secteur. On refait toujours la même chose, on travaille avec des fichiers Excel qui sont jamais à jour». Bref, c'était compliqué. Et du coup, à l'époque, j'ai essayé de trouver des outils pour automatiser l'organisation d'événements, simplifier les listes de pointage, les listes de matériel, les prestataires auxquels on faisait partie et qui travaillaient avec nous. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans les outils no-code et les outils à proprement parler de mise en place de toute la simplification des process d'entreprise. Et puis, à l'issue de quoi, le fait d'avoir un petit vernis technique sur la gestion de données, la gestion de projets, j'ai été approché par un incubateur technologique qui m'a proposé de faire le lien entre des porteurs de projets, d'une part, et puis d'autre part, les développeurs, et de pouvoir faire parler 2 mondes qui sont totalement différents et opposés. Et suite à ça, à peu près 1 an et demi après, j'ai rejoint une des startups que j'accompagnais, et pendant près de 15 ans, j'ai monté la première base d'analyse publicitaire presse en France, qui s'appelait TurboPige, et qui était un SaaS pour les analyses marketing. Voilà. Et depuis, j'ai repris mon petit bonhomme de chemin, et puis je suis consultant depuis 2016
en transformation digitale et plus particulièrement sur tout ce qui concerne les outils no-code parce que, c'était un peu ma fibre, naturelle, c'est-à-dire d'avoir des outils simples, efficaces et puis, sur le no-code à proprement parler, j'ai eu l'occasion d'être mentor, notamment, dans les formations d'auto et en discutant, des personnes qui venaient justement, de sortir de ces bootcamps et il y avait la nécessité de se former à la gestion de projet, à, comment, chiffrer, comment faire ceci et je me suis dit: autant se regrouper intelligemment et construire collectivement, une coopérative. OK. Hem, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que vous présentez l'atelier digital? Et on va revenir un petit peu sur, le pourquoi, le faire comme ça, mais déjà vous, de base, comment est-ce que vous le présentez? Alors, l'atelier digital est qu'une coopérative. Donc déjà, c'est une forme, je dirais juridique et d'organisation qui est spécifique, puisqu'il y a pas de lien de subordination. On n'est pas dans une agence traditionnelle avec un patron et des personnes qui bossent, sous ses ordres. Il y a au contraire le fait que, un homme avec un grand H ou une femme, une voix, on va dire, et du coup, c'est un travail collectif. Donc ça, c'est pour le côté un peu organisationnel des gens qui travaillent au sein de la coopérative. De l'autre côté, eh bien, on rapproche le meilleur des 2 mondes entre, d'une part, des freelances et d'autre part, l'agence de design web ou l'agence, de développement web traditionnelle. Pourquoi? Parce que d'une part, les coopérants qui sont au sein de l'atelier digital organisent leur temps comme ils l'entendent. Donc il y en a des fois qui disent: «Bah là, je prends l'exemple de Lorraine, elle est partie à Taïwan, et bien, elle a moins de disponibilité et c'est pas grave puisqu'on va s'organiser, ensemble là-dessus». Mmh. Et puis de l'autre côté, côté client, on a l'assurance, d'avoir une méthodologie de travail qui est commune à l'ensemble des coopérants et puis de l'autre côté, on a surtout un savoir-faire qui est partagé et une montée en compétences de l'ensemble des adhérents de la coopérative. On va revenir justement sur ce côté, coopérative, parce que moi, c'est un truc que je trouve vachement intéressant. Enfin, on en avait un petit peu parlé déjà il y a quelque temps et je trouve que c'est une forme qui est très peu connue, en fait. Enfin, mais est-ce que juste là, la manière dont tu l'as présenté, est-ce que c'est comme ça que vous le présentez, tu vois, un peu d'un point de vue marketing? Est-ce que ça fait une différence, tu vois, de dire à un client: «On est une coopérative, pas une coopérative»? Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, que bien sûr vous ne cachez pas, mais que vous est-ce que, tu vois, vous appuyez là-dessus ou là, c'est plus tu l'expliques, tu vois? C'est juste curieux de savoir, tu vois? Est-ce que vous vous présentez plus comme une agence ou ce côté coopératif, ce qui est Alors, intéressant? je dirais qu'on se présente comme une agence avec des valeurs Mmh. et les OK, valeurs, c'est les valeurs de la coopérative OK, et intéressant. je trouve que ça fait sens, en tout cas sur les 1ers contrats, que l'on a, signés avec la coopérative. OK. C'est que pour beaucoup, en tout cas de ceux qui nous ont choisis, c'est un choix militant. C'est-à-dire: «Je vous Mmh, OK. choisis parce que derrière, il y a des valeurs, il y a une volonté, quelque part d'accompagner le mouvement, avec une structure qui n'est pas une structure uniquement, financière», en Mmh. disant: «On est là pour faire du profit». On est là aussi pour, gagner de l'argent, mais on est surtout là, pour avoir, de la compréhension, de l'accompagnement, Mmh. aussi bien côté client que côté, des coopérants qui sont là et qui montent en compétences en même temps que le bateau de la coopérative et de l'atelier digital. Et alors toi, Fanny, du coup, est-ce que, à la base, est-ce que tu t'es dit, tu vois, quand tu as fini ta formation, Mmh. quand tu te disais un peu: «Est-ce que j'ai envie d'être, freelance? Est-ce que j'ai envie de bosser dans une agence? Est-ce que c'était l'opportunité?» Tu vois? C'était quoi un peu ta réflexion, même avant de connaître, l'atelier digital, tu vois? Enfin, Donc avant de connaître l'atelier digital, j'étais plus, je balançais un peu entre l'idée de me lancer en freelance ou rejoindre directement, une agence, une entreprise. Mais c'est vrai que quand tu es, junior, débutante, bon, c'est pas forcément ton profil qui fait rêver et en tant que freelance, moi toute ma vie j'étais salariée donc je connaissais absolument rien à ce monde et heu et la formation que j'ai faite est très bien
Mais c'est pas en quelques mois que tu apprends vraiment tout le monde de freelance, aussi de tout le côté gestion de projet. Et c'est vrai que quand j'ai appris le projet de marque de créer l'atelier digital, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup attirée. Le fait que ce soit cadré, le fait que ce soit pas à destination uniquement des personnes qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience et qu'au contraire, on est ouvert aux personnes qui ont certes un niveau assez requis dans leurs outils, mais qui sont encore dans leur début et qu'on puisse accompagner et qu'il y a vraiment cette évolution qui, euh, qui est permise avec l'atelier digital et une forte entraide aussi. Tu vois, tu amènes tout de suite, je trouve, un point qui est hyper important. Mmh. C'est ce côté, franchement, c'est difficile d'être freelance, quoi. Moi, je trouve qu'il faut le dire et Ouais, que être très bon techniquement, ça ne suffit pas du tout, c'est ça. pour être freelance. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le dire parce que franchement, sur LinkedIn, on dit tellement tout et n'importe quoi Mmh mh. et on fait rêver les gens, etc. Donc ça, je trouve que c'est bien. Et effectivement, je trouve que c'est un des grands bienfaits de ça. Du coup, Marc, toi, est-ce que tu avais un petit peu aussi cette idée-là justement dans ton viseur de se dire, ok, il y a des gens qui sont bons, on peut leur apporter quelque chose. Et pardon, je t'ai coupé ton micro sans faire exprès, je suis désolé. Il faut que tu le réactives, je peux pas le réactiver pour toi. C'est dans la petite. Oui, je Ouais, voilà. récupère, oui, c'est bien mieux. Excuse-moi. Effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a, d'une part, au sein de l'atelier digital, il y a la nécessité, enfin, en tout cas, nous, on a une phase qu'on appelle d'embarquement, et toutes les personnes qui rejoignent l'atelier vont, avant de s'engager un peu plus énergiquement, là-dessus, bah, ils vont faire un premier projet. Enfin, même avant même le projet, il y a 3 discussions avec 3 membres, de l'atelier avec lequel tu vas pouvoir discuter pour, expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu veux, ce que tu cherches, et cetera, et voir si, en termes d'intérêt, ça fit bien avec la philosophie de l'atelier digital. Par exemple, on a, Stéphanie, qui avait qui a un peu de mal, tu vois, à se positionner, et à devenir, tu vois, à s'imposer, on va dire. Et donc c'est sûr que c'est compliqué en tant que femme dans la tech, par exemple, de s'imposer. Et donc, bah, au départ, elle osait pas venir à l'atelier digital. Et puis, bah, elle rencontrait une personne, puis une deuxième, puis une troisième, et ça lui a donné effectivement plus de confiance en elle pour dire, bah oui, je suis capable, et j'ai des exemples au sein de l'atelier de personnes qui sortent de formation, de bootcamp, et qui ont leur première mission, qui se sentent accompagnés, etc. Et une fois qu'on a fait bah, cette discussion tripartite, on discute entre nous pour dire, ok, cette personne, est-ce qu'elle a l'esprit de coopérant? Est-ce qu'elle est prête à s'investir? Et est-ce qu'elle va pouvoir apporter au collectif quelque chose? Aussi bien ça peut être techniquement, mais ça peut être surtout humainement. Et ça, c'est Mmh. l'élément qui est le plus important. Et puis après, bah, il y a la première mission. Et donc la première mission où on va apprendre, on va donner les bonnes pratiques que l'on a au sein de l'atelier. Et là aussi, bah, c'est des fois une remise en cause un petit peu de sa méthode qu'on avait essayé de travailler par soi-même. Bah là, on a un peu cette logique d'être accompagné. On va y venir justement. Moi, j'ai envie de savoir un peu plus sur comment vous travaillez, quels outils vous utilisez, quel type de projet. Mais juste par curiosité, Fanny, toi, tu avais cherché des missions un peu en freelance? Est-ce que, tu vois, c'est quoi un peu, parce que ça aussi, je trouve, c'est un truc qui est assez important. Quel est un peu l'état du marché aujourd'hui quand on sort de formation, d'une formation Mmh. no code, aussi bien qu'elle soit? Enfin, est-ce qu'il y a des missions? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est une question de réseau? Alors la première vraie mission qui m'a été proposée, c'était un peu particulier parce que, j'ai fait partie du dernier bootcamp où il y avait encore un stage. Donc en fait, c'est la personne avec qui j'ai fait mon stage qui m'avait proposé Mmh. une première mission. Mais sinon, très sincèrement, non, j'ai pas été contactée sur Malte. Quand
tu n'as pas vraiment de projet, concret hormis, peut-être, des clones ou et cetera à montrer et que tu n'as pas non plus de recommandations, moi, c'est un peu compliqué d'avoir tout de suite des clients et Mmh. surtout, moi, j'ai fait l'erreur de ne pas commencer à m'afficher sur les réseaux sociaux, à créer, un peu une sorte de communauté, dès le début de ma formation. Voilà, je parle pour mon cas. Par exemple, si on prend le cas d'une autre personne d'un bootcamp qui a fait tout ce travail justement de réseau pendant la formation, a déjà 2 clients avant même Mmh. que la personne ait terminé sa formation. Donc je pense que ça dépend pas mal de choses, mais on peut revenir sur le point que tu as abordé tout à l'heure, pardon, c'est que quand tu n'es pas de base du monde de freelance, c'est vraiment tout un apprentissage. Mmh. Ça prend énormément de temps et c'est vrai que si tu as personne autour de toi qui est expérimenté, c'est beaucoup de temps et d'énergie avant de vraiment avoir un bon statut freelance et de créer son Mmh. son Et son quand tu réseau. dis que tu l'as pas fait, Mmh c'est mh. parce que tu étais concentré dans la formation, parce que tu sais pas le faire, tu as pas envie, enfin, juste pour, tu vois? C'est un peu je Ouais. pense qu'il y a pas mal de gens qui pourront se reconnaître un peu Mmh mh. là-dedans, Comme je l'ai dit, c'est qu'auparavant j'étais, salariée, donc vraiment mmh, ça je n'avais aucune idée. C'est vraiment pas du tout la même démarche quand tu as le statut freelance ou que tu es salarié et oui, il faut vraiment que tu crées tout de A à Z et il faut que tu te fasses voir et il faut que tu te fasses du réseau mmh, et ça, voilà. Donc ça m'était absolument pas venu en tête, surtout que j'étais dans une reconversion professionnelle. Donc rien que la démarche, de savoir comment je vais pouvoir financer ça, d'aller dans un tout autre secteur, de réapprendre tout un vocabulaire, une mmh. logique et cetera. Voilà, c'est encore ma démarche propre à moi, mais à refaire, Beaucoup, hein, de reconversion. comment? Pardon. J'ai dit il y a beaucoup de gens en reconversion, donc tu vois, ton témoignage Mmh. est intéressant. Ouais, Pardon, je t'ai interrompu, justement. du coup, tu disais à Non, refaire, pas de souci. tu referais différemment? Non? Oui, 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 totalement. Je serais, 10 fois plus présente, par exemple, je sais pas, sur LinkedIn. J'essaierai d'élaborer des stratégies pour me faire démarquer, ne pas avoir honte de faire, un peu plus de posts sur des choses qui finalement avaient peut-être valeur à être publiées, Mmh. mais que je me sentais pas légitime et enfin, déjà publier un site web, ne pas attendre, la fin de la formation pour, me mettre sur les sites de freelance et cetera. Donc Après, c'est peut-être mmh. pas grave puisqu'il y a l'atelier digital, Oui, justement, oui, oui, non? mais bon, pour ceux qui écoutent, Marc, tu voulais Oui, réagir? non, mais et puis, il y a pour moi un phénomène, c'est la première son premier devis. Son mmh premier mh, devis, c'est l'ouverture vers l'inconnu, quoi. mmh. Mmh, C'est de dire: «Mais à combien je vais facturer?» mmh. Mmh. C'est vrai, ouais. Mmh, «Ah, je pense que je vais mettre 2 jours, pour faire ça». Moralité, tu multiplies par 3 au début. mmh. Mmh. Tu Ouais, t'aperçois que souvent tu sous-estimes, carrément, ouais. entre, «Oui, OK, je vois à peu près comment faire» et livrer un produit, Mmh. fini à un client, il y a souvent un gap, et au départ, on n'en est pas conscient de ça. Et en plus, je trouve qu'en faisant ça sans le vouloir, quand on est junior, en fait, on casse un peu le marché, puisqu'on propose des prix sans le faire exprès ou qui sont très attractifs pour des gens qui ne connaissent pas. Mmh. Et donc en fait, ça fait un peu comme ça, un peu des fois des appels d'air un peu vers le bas par les gens, très juniors qui font pas cher. Ce qui est Mmh. pas bien pour eux non plus parce qu'en fait, ils s'y retrouvent pas, comme tu dis, ils y passent beaucoup plus de temps. Et c'est là encore une fois, hein, et on va énumérer à mon avis beaucoup de bienfaits du fait de s'unir en fait à plusieurs et de faire de ce genre de choses, professionnalise et aide. Et peut-être que toi derrière, si jamais un jour tu veux travailler en freelance, bah, tu auras acquis tout ça grâce à l'expérience dans le cadre de l'atelier digital, quoi. C'est clair. Totalement. Parler du coup de la partie gestion de projet, notamment avec, du coup, le point sur le devis. On a, créé notre propre outil interne de devis sur lequel on s'est positionné et donc où chaque tâche, on l'a estimé à un comment je pourrais dire ça? Donc un quota, un indice, De de temps. de temps, par rapport au TGM. Donc ce qui fait que, lorsqu'on va faire un devis pour un client avec qui on a déjà estimé, tous les features et cetera, on a juste à rentrer la quantité et on a le devis qui est automatiquement du coup calculé et au moins, une fois qu'on a le client en face, on peut argumenter pour chaque élément et c'est pas juste, «Bon bah, la page 1, je pense que c'était plutôt comme ça, je l'estime à tant», voilà.
Et Super ça, intéressant. et ça, Ouais. c'est un élément qui est important. Mmh. On a passé beaucoup de temps, à concevoir, l'outil et de concevoir un outil qui correspond à nos besoins et à notre organisation. Et donc notamment, bah, voilà, pour chaque type de logiciel et de stack que l'on a, on a réfléchi en disant: «OK, l'identification, ça met combien de temps? Mmh. La gestion, d'un affichage pour faire un dashboard. Dans ce dashboard, il y a combien d'éléments? Et ben, on multiplie le nombre d'éléments du dashboard, par le temps moyen pour Mmh. faire, un graphe du dashboard et automatiquement, bah, ça nous aide beaucoup plus. Mmh. Et puis quand on a dit, bah, on a facturé, 5 éléments dans le dashboard, eh bien le client, il va peut-être en demander, un sixième, mais à un moment, on va lui dire: «Stop!» parce que nous, on a dans le besoin exprimé qu'on a détecté avec toi, Mmh. on a estimé tu as évoqué 5 points, on veut bien en faire un sixième, mais le septième, c'est en plus. Et au Mmh. moins, Bien sûr. on a une trame précise sur, l'avancée et le développement, du projet. Et ça, c'est quand même un peu le nerf de la guerre pour éviter de se faire avoir. De déraper. Mmh. On va ouais, on 2e caractéristique aussi, c'est le fait aussi que tous les projets sont toujours accompagnés de 2 personnes. Et ça, c'est un vrai plus. C'est un chef de projet qui est plutôt à l'écoute du client et un lead dev qui est plutôt à l'écoute de la technique et de la faisabilité technique. Et ça change tout dans la relation client. Quand on est freelance, on est souvent entre le marteau et l'enclume. mmh. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de faire plaisir à son client et de lui apporter des features et des éléments concrets, au quotidien. Et de l'autre côté, le client, il a toujours tendance à en demander plus, et à toujours être un peu, Être un client, quoi. à être un client. Mmh. Exactement. Hem, c'est hyper intéressant. On va revenir là-dessus parce que j'ai envie de vraiment d'en savoir plus sur ce que vous faites et comment vous le faites. Mais avant, je pense qu'il y a une question que les gens se posent, ou en tout cas que moi j'ai envie d'aborder, c'est, cette question de la coopérative. Peut-être pour revenir sur ce point-là qui est Mmh. quand même très intéressant, parce qu'il y a aussi une question que les gens vont forcément se poser s'ils comprennent un petit peu les coopératives, c'est aussi la question de la rémunération. C'est un peu bête, c'est un peu pécunier, mais je Totalement. pense que c'est très, enfin, tu vois, je t'avais posé des questions par rapport à ça, Fanny et tout, parce que moi, quand j'avais imaginé un petit peu ça à l'époque, où je travaillais à Simplon et on avait un peu imaginé ça me paraissait compliqué en fait à résoudre. C'est un peu ce truc de, bah, on facture, enfin après ça dépend. Donc voilà, je vais pas rentrer là-dedans, je préfère que vous expliquiez comment ça fonctionne, puisque par défaut une coopérative, c'est elle qui prend tout l'argent. Puis après cette question de comment on redistribue et cetera, quoi. Mmh mh. Parce que Exactement. chaque personne coopérant reste quand même n'est pas non plus forcément salarié ou pas. Enfin, il y a des subtilités justement par rapport à ça. Est-ce que, bah, Marc, tu veux expliquer un petit peu le Ouais, principe d'une coopérative le cadre, ouais. et ouais, voilà. Si tu veux, ouais, je vais commencer par expliquer le cadre et je laisserai, Fanny expliquer aussi, bah, les avantages de l'autre côté, Mmh. quand on est Ouais, clairement. coopérant, de voir. Et donc moi, je vais plutôt parler du cadre juridique et de ce qu'il y a. Déjà, quand on est freelance, aujourd'hui, la plupart du temps, le statut type du freelance, c'est quelqu'un qui est auto-entrepreneur. OK? Alors il faut pas oublier que le titre d'auto-entrepreneur, enfin ce mode d'action a été fait à une époque pour éviter le black, hein, Mmh. de travail au noir. Et puis c'était pour des personnes qui avaient déjà une activité, qui étaient en poste et qui le Mmh. week-end faisaient des brocantes, réparaient Mmh. des voitures, faisaient un peu de maçonnerie, Vendez des heu, bijoux sur eBay, des choses comme ça. exactement, Mmh. vendaient des bijoux C'est sur eBay. important de le dire, hein, ça, parce que c'est vrai que c'est un cadre qui a beaucoup, beaucoup changé, quoi. Oui, et moi je fais de la formation, sur la gestion de projet et cetera, dans des écoles et des écoles de commerce notamment. Et il y a quelques années, tout le monde avait soit sa boîte, soit, était effectivement indépendant. Maintenant, on se calque sur le dire: «Ah non, mais de toute façon, tu tu es auto-entrepreneur, je te paye pas la TVA». Bah, si, moi j'ai une société, Mmh. ah bah non, non, tu baisses ton taux, parce que moi je paye pas la TVA, donc ça m'intéresse pas. Bon, tout ça pour dire que
ce principe d'auto-entrepreneur, c'est une opportunité, c'est une simplification incroyable pour pouvoir entreprendre et pour commencer. C'est un statut qui est idéal. Mais il faut pas oublier que ce statut a quand même des inconvénients majeurs. Un, tu cotises pas pour le chômage. Deux, la cotisation pour ta retraite est dérisoire. Alors après, tout le monde dit oui, on n'aura peut-être pas de retraite, mais bon, ça fait 20 ans, moi ça fait 20 ans qu'on me dit j'aurai pas de retraite. Bon, force est de constater qu'il y a toujours une retraite, etc. Et que c'est vrai que ton taux d'emprunt, enfin ton taux de prélèvement va être aux alentours de 23% en auto-entrepreneur. Ah, effectivement, bon, c'est 23%, sur lequel tu vas payer des impôts, etc., etc. Mais techniquement, tu vas avoir beaucoup moins d'avantages sociaux. C'est-à-dire qu'il faut que tu travailles à peu près 3 fois plus qu'un salarié normal pour avoir le même taux de retraite, par exemple. Donc ça, c'est un élément qui est pas négligeable. Donc voilà, ça c'est pour rappeler le point de départ. Dans le cadre de la coopérative, comment ça fonctionne? Une coopérative, la coopérative sur laquelle nous on s'est fondé, c'est ce qu'on appelle une CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Cette coopérative, elle date enfin, cette forme juridique date de 2014, qui est la loi sur l'économie sociale et solidaire, la fameuse loi ESS, qui a régi, qui a donné un cadre sur des choses qui étaient pratiquées, mais qui étaient pas suffisamment ancrées. Et donc, dans cette loi, donne une existence juridique à une coopérative où on va être à la fois salarié et aussi patron. Donc on a un peu le côté schizophrène, c'est-à-dire que chaque personne qui rejoint la coopérative est une personne qui va avoir un statut de salarié en CDI et il va avoir une fiche de paye comme tout le monde. D'accord? Donc on cotise pour la retraite, on cotise pour le chômage, et ça veut dire qu'à un moment, on cotise aussi pour la formation professionnelle. Donc ça veut dire qu'à un moment, j'ai besoin de me former sur un nouvel outil, et ben comme j'ai payé de la formation professionnelle, ben je peux bénéficier de cette formation, par exemple. C'est un truc tout bête. Et on sait que dans le no-code, il y a quand même des produits qui nécessitent de se former et qui apparaissent sur le marché. Et si je veux attraper cette compétence, il faut que je me forme avec des bons centres de formation, d'une part. Et puis, ce CDI, c'est aussi un gage de sérieux pour aller trouver un prêt, pour aller trouver un bailleur, pour aller trouver un emploi, enfin, pas pour trouver un emploi, mais Un logement. un logement, exactement. Et donc, quand tu as une fiche de paye en CDI, c'est beaucoup plus rassurant que de dire bonjour, ça fait 3 ans que je suis freelance. Bon, alors j'ai des mois qui sont hauts, j'ai des mois qui sont bas. Bon, ça fait toujours peur. À une banque, Donc ça fait là, toujours. tout le monde est en CDI, par exemple? Oui, Enfin, en vrai, on reviendra sur ce tout le monde justement peut-être aussi, exactement. qui a le droit et comment et cetera, quoi. Ouais. Effectivement, c'est le but, c'est le Graal, c'est d'arriver à ce statut de CDI. Et ce statut de CDI, il se passe en il y a 3 étapes. De toute façon, quand on rentre dans une coopérative, que ça soit, l'Atelier Digital ou que ça soit d'autres grosses coopératives. Je pense notamment à Paris, il y a Copanam, voilà, il y a plusieurs, il y a, Creactive, à Montpellier, par exemple, qui sont des grosses coopératives, 2 coopératives d'activité et d'emploi, hein, qui sont la forme de l'Atelier Digital, et qui offrent, hein, cet accueil. C'est pas simplement, certains pourront dire, ça ressemble à du portage salarial. Mmh. Mais le portage salarial, c'est une boîte qui est là pour faire du fric et te Mmh. faire une fiche de paye à la fin du mois. Et Et donc prendre 15% et puis faire le exactement. bénéfice et Et cetera, puis quoi. voilà, Qui 15%. n'offre rien à part de l'administratif, quoi. Exactement, c'est ça, exactement ça. Ils te font de Projet l'administratif, commun et cetera, quoi. pas de projet commun, pas de partage, pas de ceci, pas de cela. Eux, ils sont là pour gagner du fric. Et donc, la coopérative, comment elle fonctionne? Au départ, on va signer un contrat qu'on appelle un contrat CAP. Ce contrat CAP, c'est le contrat d'appui au projet d'entreprise. Et ce projet, enfin ce contrat CAP que l'on signe au départ, quand on rentre dans la coopérative, il faut le comprendre comme une cagnotte, d'accord?
Cette cagnotte, ça veut dire que tout l'argent que je vais gagner, eh bien, je vais constituer une cagnotte et cette cagnotte, finalement, c'est ta trésorerie, c'est ton fonds de roulement quand on est dans une entreprise traditionnelle. Et quand tu vas atteindre entre 7 et 10 000 euros facturés, d'accord, eh ben, ça veut dire que tu as ce volant d'activité qui, après, te permet de passer en CDI. Ça te permet, du coup, d'avoir une visualisation. Tu as une avance un peu, tu as de la trésorerie et ça te permet de dire, bah, OK, si je veux avoir un salaire de 2 000 euros par mois, bah, je sais qu'avec l'argent que j'ai mis de côté, ça va me tenir à peu près 4 mois si j'ai pas de nouvelles rentrées, tu vois? Et une fois que tu as ça, eh bien, bah, ça te permet de dire: «OK, je peux moduler, mais j'ai déjà une vision, j'ai déjà cette trésorerie qui va me permettre, bah, d'être beaucoup plus, à l'aise là-dessus». Et puis, bah, de l'autre côté, bah, les nouveaux contrats vont venir compléter, les choses. Et si tout se passe bien, au bout de 3 ans de CDI, eh bien, tu vas, en plus d'être CDI, tu vas rentrer dans le cadre de la coopérative. C'est-à-dire que tu vas être actionnaire de la coopérative et donc tu vas pouvoir aussi prendre des décisions, heu, politiques, d'investissement général au niveau de la coopérative. Même si au sein de l'atelier, il y a quand même une grosse discussion et toutes les décisions sont prises collégialement et tout le monde est d'accord. Alors c'est pas forcément à l'unanimité, mais au moins il y a un consensus majoritaire quand on prend des décisions. Voilà, un petit peu le fonctionnement. Est-ce que j'ai été suffisamment clair là-dessus? Ah, Ah, on remets ton ton micro. Ah oui, pardon, ouais, décidément moi aussi. Oui, peut-être non, c'était très clair, mais peut-être que Fanny, justement, tu peux ouvrir un autre éclairage en partageant toi ton expérience de ça mmh et de peut-être nous expliquer, enfin, ce que tu as envie, tu vois, de là où tu en es toi dans ce parcours un petit peu, Oui, que nous a de évoqué Marc. mmh, de ma propre vision, même si Marc a été, a beaucoup détaillé du coup. Mmh. Pour moi, à l'heure actuelle, donc je suis en contrat cap, comme expliqué tout à l'heure Marc et Mmh. donc avec les clients que j'ai, depuis, et que je facture au nom de la coopérative, je suis en train justement de, remplir cette cagnotte-là pour, voilà, pour, après, avoir, le statut, CESA et l'avantage aussi, c'est que, bah, si je m'étais lancée seule en freelance, par exemple, juste après la formation, enfin mon statut, jusqu'à Mmh. ce que je rejoigne, la Digital, c'est que si jamais j'avais un client ou une cliente qui ne voulait pas me payer, j'étais toute seule face à cette Mmh. personne. À l'heure actuelle, du coup, la coopérative je suis rattachée à cette coopérative et la coopérative peut, elle, engager des vraies, procédures pour, relancer Plus de et levier. exactement, plus de leviers pour réclamer le dû et en termes de responsabilité, du coup, c'est pas si jamais il y a un conflit aussi avec, client, ce n'est pas juste, moi et ma responsabilité civile, c'est la responsabilité rattachée à la coopérative Mmh. et Et il y a un truc c'est tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça peut arriver, souvent de pas se faire mmh, payer. ouais, Et en plus, ce qui est hyper injuste, je trouve, c'est que ça arrive encore plus souvent, plus t'es petit, plus ça t'arrive, en fait. oui, Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont mal intentionnés des fois, ou des fois c'est un peu un effet d'opportunité, quoi. On se dit: «Bon, OK, là, le projet, ça s'est pas passé comme je voulais», ou alors les clients, il est pas content parce que bon, il avait une vision dans sa tête qu'il a pas réussi à exprimer, puis et les gens, en fait, se défaussent un peu. Ils vont pas forcément le faire avec une plus grosse boîte, alors qu'avec un petit freelance ou une petite freelance, ça va être un peu plus facile. Et ça, c'est mmh franchement dégueulasse, quoi. Et je trouve que c'est aussi une très bonne raison d'unir ses forces dans le cadre d'une coopérative. Et juste une question très, très pragmatique, ça va nous amener justement à la suite. Là, par exemple, ces clients dont tu parles, est-ce que c'est toi qui les as amenés, ou est-ce que c'est la coopérative qui les a amenés? Est-ce mmh. que C'est comment la ça se passe justement un peu, et même après on pourra un peu généraliser sur justement comment arrivent les clients mmh à la coopérative et aux coopérants, quoi. C'est l'avantage justement, c'est ce qui pourrait «faire peur» entre guillemets à certaines personnes, c'est de se dire, «Je vais devoir arrêter de faire mes projets, solo et je vais devoir, forcément adhérer au projet collectif de Atos Digital». Non, en fait, tu peux très bien comme moi j'ai des clients sur lesquels je sur des projets, des missions vraiment, moi seule
avec la personne, que je facture justement au nom de la coopérative, au nom de l'atelier digital, pour remplir ma cagnotte. Et je travaille aussi à côté sur des projets collectifs au sein de l'atelier digital. Donc c'est vraiment, tu peux garder ton côté freelance solo, tout en restant dans l'atelier digital. Mais une fois que tu es vraiment intégré à l'atelier digital, c'est aussi important de s'investir Mmh. dans ce collectif-là. Et tu as aussi du coup l'opportunité de pouvoir t'associer aux projets collectifs qu'on propose. Donc il y a les 2, il y a des projets que moi c'est aussi l'avantage du collectif, c'est qu'on est plusieurs, donc on a plus de parts d'entrée pour des projets, des opportunités que du coup sur lesquelles on peut répondre, et aussi on peut continuer nous à ramener nos propres projets, à travailler dessus. Donc c'est bien pour ça. Et juste, avant de te passer la parole Marc, juste pour voir, par exemple, un projet que tu fais toi, de ton côté, que tu as trouvé et cetera. Mmh mh. Est-ce que tu bénéficies, entre guillemets, quelque part, de pouvoir montrer, je sais pas si tu as une question technique, un truc, justement avec, les autres personnes? Est-ce que sur la gestion de projet, est-ce que tu peux même ramener un projet, mais qu'en fait, il soit traité par l'atelier, tu vois? Enfin, que Mmh. toi, tu pas à faire la gestion de projet. Est-ce que ça change quelque chose d'ailleurs sur la rémunération? Enfin, Oui, ouais, c'est un super sujet justement parce que c'est un gros atout de ce collectif-là. Exactement, par exemple, sur des projets que j'ai moi solo, effectivement, donc j'ai toute l'entraide, et l'expertise de toutes les personnes d'Atelier Digital. Et qui plus est aussi pour me vendre, c'est encore plus facile dans le sens où à chaque fois je rassure la personne en disant: «L'avantage pour vous, c'est que mmh, vous me payez moi en tant à un prix de freelance solo, mais derrière, j'ai une équipe de 10 personnes, dont au mmh, moins 4 ou 5 personnes qui sont, expertes. Donc c'est hyper avantageux pour vous». Après le deuxième argument, c'est toujours l'argument de collectif, c'est-à-dire que si demain, pour X ou Y, raison, je dois, quitter la mission, j'ai un collectif derrière qui travaille avec les mêmes méthodes et outils que moi, et qui peut-être a déjà un peu, vaguement entendu parler du projet sur lequel je travaille. Et pour le fait, on peut aussi, commencer un projet seul et finalement dire, «Bon ben, finalement la mission elle commence à être beaucoup trop grande, j'ai besoin de d'autres personnes qui viennent me rejoindre», comme c'est le cas pour, le projet, d'une des membres de la Digital en ce moment. Et on vient justement, travailler aussi en aide sur, le projet, voilà. super. Tu peux en parler, vas-y, vas-y, je pense que c'est de toute façon, ça fait partie, vas-y, présente un petit peu, bah, allons-y. Ah Oui. tiens, vas-y, ouais, un exemple avec plaisir, ouais. Oui, avec, donc Marine qui travaillait, à la base sur le projet Allons-y d'un de ses clients, hem qui a rencontré, quelques problématiques, supplémentaires. Et finalement, Bruno et moi et Marc, on va venir, aider à résoudre ces problématiques-là sur, un temps donné. Et comment ça se passe, très concrètement? Désolé de parler d'argent, mais Mmh mh. juste, je Ouais. suis curieux parce que je pense que les gens se posent la question. Comment ça se passe? Vous, vous êtes aussi du coup, rémunérés? Est-ce qu'il Mmh y mh. a enfin, tu vois? Alors, quand c'est de l'aide, de manière assez ponctuelle, donc non, c'est un peu Mmh. comme ce qu'on pourrait voir sur, les forums Sur le Slack, sur les de 2 Nocode Slack No Code France. Bien France, sûr, ouais. exactement. L'entraide au sein du groupe, chacun en bénéficie donc quelque part ça s'égalise, enfin ça c'est normal que c'est pas Exactement. Mais dès que, par exemple, ça va dépasser une journée de travail, enfin, vraiment, on a besoin que la personne soit, par exemple, ce que je fais, pour le projet un autre projet qu'a Marine, où j'aide ponctuellement une fois par semaine pour plus de la maintenance, pour essayer d'alléger un peu, le développement. Hem, là, on va vraiment établir un devis où les personnes vont être intégrées dans le devis, et justement, on va passer par notre mmh, outil de devis interne qu'on a, développé exprès pour ça, où, tout est déjà paramétré pour que, on puisse dire: «Bah, cette personne va avoir tant de parts». Et on a aussi un système qui va calculer aussi lorsque la personne a apporté le projet, si elle est chef de projet, du coup, elle va toucher une part aussi supplémentaire. Donc tout ça, ça a été vu et calculé, bien évidemment en amont. Je vais Mmh. peut-être vas-y. expliquer justement un petit peu, l'outil ou l'usine à gaz, ça dépend comment on le voit, mais c'est justement, c'est éviter ce phénomène qu'on connaît parfois,
dans les collectifs, hein, il y a un élément qu'on minimise souvent, c'est qu'on connaît Collective Work, on connaît tous ces Mmh. collectifs là-dessus, et souvent, d'ailleurs, il y avait eu une émission sur No Code France justement sur c'est quoi un collectif, Mmh. et lors de cette émission, il avait bien été répété que juridiquement, un collectif n'a pas de valeur, C'est rien, quoi. ça a rien, Mmh. et Mmh. que souvent, quand il y a un problème, et je l'ai vécu, c'est celui qui a fait la signature Mmh. officielle qui a contractualisé avec un client, qui est responsable juridiquement Mmh. vis-à-vis de ça. Alors que là, grâce à la coopérative, on a tous le même statut et on est tous sur la même entité juridique. Et là, du coup, il y a vraiment une protection collective autour du projet. Et donc ça, c'est pas négligeable. Je ferme la parenthèse justement sur comment on facture. Parce que comme tu disais, c'est quand même le nerf de la guerre. Mmh. Et donc, la logique, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un devis. Sur ce devis, on va définir les personnes qui vont intervenir dans ce devis. Dans l'intervention, il y a 2 cas de figure. Soit je suis intervenant, c'est-à-dire que je vais venir en appui, en expertise, par exemple, sur, le référencement SEO, sur le référencement naturel. C'est vraiment très précis, où je vais intervenir sur la sécurité de l'application qu'on va livrer au client. OK? Je suis intervenant, je vais venir un peu en consultant là-dessus, et globalement, je vais donc, dire: voilà, c'est une somme fixe qui va être définie au départ en disant: «Bon, j'estime c'est 3 jours de boulot, ça me fait donc 1 500 € si je facture à 500 € de la journée». Voilà. Pour, la mise en place, de la sécurisation de l'application, parce Mmh. que j'ai vraiment cette expertise-là. Ou, je vais faire un paiement Stripe, ou, ceci, cela. Par exemple, mise en place d'un abonnement, récurrent tous les mois avec Stripe. C'est un truc un peu technique, tout le monde sait pas le faire. Bon, j'ai quelqu'un qui l'a déjà fait 3-4 fois au sein de l'atelier. Plutôt que moi galérer à le faire, et je vais demander à cette personne d'être intervenant. Somme Mmh. forfaitaire. Les autres, et c'est la plupart du temps, c'est plutôt une clé de répartition, on va dire. Sur ce projet, moi, j'estime que, par rapport aux tâches, qui me sont allouées, je vais bosser 30 du temps, et puis Fanny va, elle, bosser, 40 du temps, et puis, Bruno qu'on évoquait, ou Laurent, vont bosser, 20 et 20. Voilà. Et là, le truc, il est très simple, c'est que quand on lance une facture, instantanément, pour chaque individu, à chaque étape de facturation, tu auras, ton appel, enfin, tu auras le montant que tu dois recevoir de ce devis. Mmh. Et donc automatiquement, tu sais, comment tu constitues, ton chiffre d'affaires, hein, l'argent qui rentre pour toi. Et est-ce que ça, c'est intéressant parce que c'est un point, alors c'est un peu un point de enfin, pas vraiment de détail, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande différence avec Collective Work où moi ma et c'est intéressant que vous parliez déjà un peu de cette notion de collectif justement, où justement moi je fais une grande différence avec les coopératives où comme tu disais en fait déjà c'est pas une entité juridique, c'est un collectif, c'est juste Collective Work globalement ce que ça fait, enfin sans vouloir dénigrer parce que c'est un beau projet, mais ça fait du split de paiement quoi. C'est-à-dire que ça fait, hop, la répartition des factures entre les freelances et puis voilà, bon, ils proposent d'autres choses, mais il n'y a pas de notion un peu collective. Là, par exemple, est-ce qu'il y a un pourcentage qui va à la coopérative en tant que telle pour les frais de fonctionnement? Je donne un exemple très bête, c'est qui a payé par exemple les 10 t-shirts que vous avez imprimés quoi. Fanny, tu peux en parler parce que Ouais. tu as pas mal bossé là-dessus? Oui, du coup, comme au moment où on est vraiment rattaché à Digital et à la coopérative, donc il y a une part, de toute manière qui est obligatoire, qui va être, délivrée, à la coopérative. Donc qui va être, C'est les frais de gestion. c'est Mmh. les frais de gestion, donc c'est quand tu fais partie de la coopérative, donc selon si tu es en contrat CAP ou CESA, ce taux va changer. Et on va aussi prendre, la part qu'on a calculée, pour l'atelier digital justement pour tout ce qui est, frais de gestion et qu'on va recalculer, ensemble chaque année, au moment de l'assemblée générale et on va voter pour ça.
et c'est pas une part de chaque devis, c'est une part de chaque rémunération. Enfin, ça pourrait être pareil, non? Je sais pas, enfin, Oui, c'est à peu près pareil. C'est une part c'est variable ouais. qui est cette année de 10%. 10%, oui. Cette Mmh. année, ça a été voté à 10%. Donc 10% de la rémunération collective sert à payer les abonnements Mmh. aux différentes plateformes, hein, Mmh. à un Bien sûr. Notion, à un Coda, à un Bandit. Bubble Mmh. Agency, à pouvoir avoir des outils de travail collectif, Mmh. voilà. Et puis c'est aussi de permettre aussi de financer le fait d'avoir des périodes dans l'année où on va se voir ensemble, et donc l'atelier digital va payer une partie de l'hébergement, de la bouffe, quand on fait OK. un séminaire tous ensemble. Et ça, bon, c'est le côté sympa. On Mmh. travaille Ouais, ensemble carrément. dans le collectif pour avancer tous ensemble, Ouais, quoi. ça, je trouve que c'est vraiment un truc, enfin, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ces idées de collectif, et j'ai pas mal regardé Collective Work, et ça, je trouve que ça manque énormément, en fait. Et OK, bon, bah, sur Collective Work, tu as un nom, un logo, je sais pas, tu vois? Mais il y a pas, forcément, et c'est un peu bête, mais je trouve que l'argent matérialise ce truc-là. C'est-à-dire que si tu as une cagnotte commune, tu sais que tu peux engager des frais communs, tu peux, faire ce genre de choses, comme tu dis, payer un resto à tout le monde, payer un événement, et ça, c'est quand même, ça fait la différence, quoi. Oui. Et puis ça prend sens dans une notion de collectif, enfin Mmh, de coopérant, de bien sûr, coopération. ouais. Juste pour revenir, j'aimerais bien que si vous avez quelques exemples de projets, de clients, heu, que vous faites. Est-ce que vous faites des sites web, des applis? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bubbleurs dans l'équipe. Est-ce que vous faites que du bubble? Voilà, un petit peu en termes de services que vous êtes en capacité de délivrer, et si vous voulez illustrer avec des exemples, de clients. Vas-y, Fanny. Ouais, Fanny, vas-y si tu veux, ouais. Alors déjà, on n'est pas forcément fermé qu'à Bubble. C'est juste que l'équipe de base, on était, tous des bubbleurs, mais là justement, on recrute, on a recruté récemment, plutôt des profils, no code ops, et donc pour, les cas qu'on a, c'est vrai que pour l'instant, c'est plus, oui, site web ou app web pour, Et Donc en Ouais. ouais, on va peut-être donner des exemples un Ouais, peu plus voilà, parce que parlants. parce que ça vas-y. m'intéresse aussi de savoir les types de clients Mmh mh. aussi. Est-ce que vous Ouais. bossez pour des PME, des assos? Est-ce que justement Mmh. cet ancrage un petit peu ESS, vous amène ce type, de clients-là? Est-ce que vous êtes pas fermé? Est-ce que vous bosseriez pour Total? Alors, Total Énergie, pardon, je veux ouais, dire. Total Énergie, bien sûr. Non, Voilà. en l'occurrence, je vais prendre un exemple, qu'on a signé récemment, et sur lequel on accompagne, par exemple, le Cercle des femmes de la coiffure, qui est un think tank féminin avec beaucoup de top managers dans le secteur de la coiffure et de la beauté, pour lequel on est en train de concevoir une application, enfin une plateforme, c'est même plus qu'une application, c'est une plateforme pour gérer l'ensemble de leurs problématiques autour de la création et de la gestion de ce collectif, enfin c'est pas un collectif, de ce syndicat professionnel féminin. Et par exemple, eh bien, pour bosser au sein enfin, dans ce projet, eh bien, on a mobilisé l'ensemble de notre équipe féminine pour bosser avec le cercle des femmes de la coiffure. C'est-à-dire qu'on a il y a 6 développeuses, à la fois celles qui ont des missions sur l'UX, puisqu'on a créé le logo, on a créé la charte graphique, on a créé tout l'univers visuel de ce think tank. On a des équipes de développeuses qui ont mis en œuvre en musique toute la partie base de données, interaction, et cetera. Et puis de l'autre côté, en bout de course, on a aussi toute la partie aussi aide à la rédaction, à création de contenu, pour accompagner, ces dirigeantes d'entreprises qui bossent chez L'Oréal, chez Schwarzkopf, chez Vela, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de la coiffure. Et donc voilà, typiquement, et ce cercle des femmes,
ils ont choisi l'atelier digital parce que on avait des valeurs, parce qu'on était une coopérative et parce que ça fitait bien, parce que voilà, on avait une ADN commun, quoi. Et est-ce que, à l'inverse, alors est-ce que vous voulez spécifiquement travailler que plutôt pour des acteurs comme ça, ou est-ce que vous pourriez bosser pour n'importe qui? Enfin, je prends l'exemple de Total, j'aime bien cristalliser sur eux, mais c'est pas, mais je sais pas, c'est le premier qui me vient en tête. Ouais, je dirais que la logique plutôt, on veut plutôt travailler sur des projets à impact, comme on dit. Mmh. Ça fait partie des valeurs là-dessus. On a d'ailleurs une offre commerciale, enfin, en tout cas en tant que coopérative, on a une approche du marché qui va être différente. Un truc tout bête, pour illustrer un petit peu ce qu'on dit, on a lancé l'offre qui s'appelle moite-moite, d'accord? L'idée, Mmh. c'est quoi? C'est que sur un projet que l'on semble avec une valeur, avec un intérêt, eh bien, souvent, le budget, ça coince souvent. Voilà, que Mmh. ça soit une association ou même une entreprise, le budget, ça coince un peu. Et nous, on veut pas faire un sous-produit en disant: «Bah non, on va passer moins de temps, on va pas aller jusqu'au bout de votre besoin». Et donc dans le projet, dans l'offre moite-moite qu'on a lancée, le client va payer 60 de la somme du développement à la livraison. Alors sachant qu'il y a plusieurs phases, mais globalement, une fois qu'on lui livre son produit, il a payé que 60 de cette somme. Mmh. Les 40 restants, il va avoir une facture mensuelle pour finalement équilibrer cette dépense tout au long de l'année. Ça a 2 OK. vertus, ça. Premièrement, ça permet de créer, au niveau des personnes, des développeurs de la coopérative qui ont travaillé sur ce projet, d'avoir un revenu récurrent. Mmh. Ça étale un petit Et peu le revenu. exactement, ça étale les rentrées tout au long de l'année. Et donc du coup, sur un projet, tu vas toucher 120 €, sur l'autre 230, sur l'autre 300, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, au final, ça te permet d'avoir ton point d'équilibre. L'idée, c'est que à terme, on puisse atteindre le point d'équilibre, c'est-à-dire avoir ces 1 500-2 000 € de rentrée mensuelle, quoi, pour justement éviter de se dire: «Oh là là, putain, j'ai pas de mission ou j'ai moins de missions en ce moment, comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire?» et cetera, et cetera. Donc ça, voilà. Et donc ça montre un peu l'état d'esprit Mmh. sur lequel cette offre, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Bien C'est sûr. avant tout un accord de la coopérative, des coopérants qui vont travailler sur ce projet, qui disent: «OK, je veux accompagner ce projet, je veux lui donner toutes les chances de réussir et donc je fais cet effort financier de répartir le chiffre d'affaires différemment». Et est-ce qu'il y a des actions de prospection, ou est-ce que c'est justement les projets sont principalement constitués de ce que chacun amène un peu? Ou Alors, est-ce qu'il y a un effort commun de prospection au nom de l'atelier, par exemple? comme tu le sais, l'atelier digital, même si c'est un projet qui d'il y a à peu près un an, c'était en janvier de cette année, de janvier 2023, où je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire» et du coup, au printemps, c'est là où j'ai commencé à en parler pour essayer de voir si il y avait de l'appétence, autour, de la communauté no code, autour de monter un projet, de coopérative, de Mmh. travailler ensemble. Ça, c'était un élément important. Et visiblement, oui, il y a eu un peu de un peu de répondants autour Mmh. de ce sujet et du coup, tout l'été, on a bossé sur, un petit peu nos valeurs, la constitution de notre méthodologie de travail, nos outils et finalement, ce n'est que, on va dire depuis le No Code Summit, mais voilà, depuis le mois de septembre qu'on est officiellement une coopérative où on a une politique de prix, où on peut répondre à des besoins et on a une méthode de travail. Ça, c'est un élément important. Et donc jusqu'à présent, c'est surtout le réseau individuel et les premières communications qu'on a faites. Mais comme tu le dis, il faut pas, rester sur ses lauriers et il faut, aller à la suite. Et donc, on a justement,
avec le cercle des femmes de la coiffure, mais aussi avec Valnout, qui est aussi un autre projet, et à tout job, qui sont les 3 projets là qui sont nés et qui sont incubés par l'atelier digital, qui va être l'occasion aussi de montrer notre savoir-faire, parce qu'il y a le savoir-faire et puis le faire savoir naturel, d'expliquer un petit peu comment on a procédé pour concevoir les interfaces, et faire vivre aussi de l'extérieur un petit peu ce que disait Fanny, hein, c'est qu'il faut développer la marque employeur, enfin le développement de la marque Atelier Digital, qui est encore un petit bébé tout fripé, mais qui demande à être tout beau, quoi. Et alors, justement, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Fanny, Non, là-dessus, ou peut-être. Marc. Non. Ça va. Justement sur les profils, un petit peu, donc effectivement, il y a pas mal de gens qui se sont joints au projet, et donc là, vous avez une petite équipe, presque, je sais pas, une dizaine de personnes, ou je sais pas combien vous comptez après, parce qu'il y a peut-être différents statuts. Il y a des gens qui sont déjà dans ce contrat cap, ceux peut-être qui sont en attente d'arriver, enfin de postuler, ou que vous êtes en train un peu de... c'est quoi un peu les choix là-dessus? Est-ce que vous recrutez les gens, enfin vous cherchez les gens les plus techniques? Est-ce que vous cherchez à avoir de la mixité? Est-ce que vous avez une volonté d'inclusion? Voilà, je sais pas, Fanny, peut-être si tu veux. Justement, c'est comme je fais partie de la commission gouvernance, ça fait partie aussi de mes missions. Et on a travaillé sur ça, sur un peu les critères qu'on avait besoin lorsqu'on recrutait une personne. Donc c'est oui sur l'outil, donc à peu près le niveau. Après c'est difficile d'estimer le niveau d'une personne à l'entretien et Bien juste sûr. à l'aperçu, à la présentation de ces derniers projets. Mais c'est d'estimer à peu près le niveau de l'outil, mais pas que. C'est aussi est-ce que la personne sait enfin, quel est son niveau en termes de communication avec autrui? Est-ce que la personne a déjà travaillé en groupe? Si oui, est-ce que ça lui plaît? Est-ce que ça lui convient? Est-ce que la personne a bien compris le projet? Ça, c'est très important pour nous. C'est une question qui revient à chaque rencontre. Voilà, c'est pas forcément que sur le niveau, c'est vraiment est-ce que la personne, et aussi elle est apte à accepter la «critique» entre guillemets, parce qu'on va peut-être aussi, heu, bouleverser un peu des méthodes à elle pour, lui inculquer les nôtres, savoir si la personne est OK et ouverte à ça. Si la personne est prête aussi à continuer enfin elle est volontaire pour continuer d'apprendre et évoluer sur différents points, et aussi si la personne a bien conscience qu'au-delà des missions très purement, techniques, on va dire, sur lesquelles elle va être missionnée, il peut y avoir aussi de l'investissement, personnel et humain au sein du collectif qui est pas négligé. Voilà. Et donc il y a à peu près 50-50, j'ai l'impression, de hommes-femmes. Non, il y a plus de Est-ce que femmes. c'est... Il y a Il y plus a de plus de femmes, femmes? Ok, étonnamment. là j'y Certainement. un peu à vue d'œil sur les photos du site, mais Mmh. ok. Donc, est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est bien? Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui vous a amené là? C'est une réelle volonté. Après pour le moment, comment dire? Bon, les choses se sont faites comme ça, on a eu des demandes, de personnes qui ont voulu rejoindre le collectif. En ce moment, c'est les 2 dernières, on va dire, c'était des hommes. On leur a pas fermé la porte, on l'a, justement, elles sont en parrainage en ce moment. Enfin, ils sont en parrainage, pardon, en ce moment. Les choses se sont faites comme ça, mais comment dire? Je pense que c'est peut-être le côté très, collectif, humain, on est très bienveillant et cetera. Peut-être que ça rassure aussi les personnes, enfin les femmes, heu développeuses, par exemple, de nous rejoindre, et c'est vrai que, par exemple, on se sent aussi beaucoup plus à l'aise pour demander de l'aide, même si on n'a peut-être pas encore rejoint l'atelier digital, mais par exemple, quand on est juste intéressé par le projet, on peut rejoindre Discord, et les personnes se sentent peut-être plus à l'aise pour poser des questions parce qu'elles peuvent voir qu'effectivement, la majorité des membres sont féminins, et Ça, c'est sûr que ça aide aussi, et c'est bien. Enfin, mais des fois, c'est le démarrage qui est difficile. mmh C'est-à-dire que si on commence avec beaucoup d'hommes, forcément, c'est un peu un cercle vicieux, alors que là, à l'inverse, vous avez amorcé un cercle vertueux, donc c'est bien. Mais je me pose une question, je sais pas, c'est peut-être une question bête, mais c'est vrai que je me demande si aussi le fait d'être une coopérative, etc., peut-être,
joue aussi sur ce côté accueillant, comme tu dis, et met en confiance. Et puis peut-être, voilà, ces valeurs. Je sais pas, je vais pas dire que c'est un truc de mec d'être à fond dans un truc hyper capitaliste et de faire des boîtes et avec des actionnaires et du profit et tout, mais Ouais. quand même, je sais pas, il y a un peu, enfin, je sais pas, quand je vois sur LinkedIn tous les gens qui postent un peu, qui sont plus dans ce mindset-là, c'est quand même souvent, c'est que des mecs, quoi. Je veux dire, il y a pas de. Oui. Ouais. C'est Enfin, justement un peu les débats qu'on a avec le cercle des femmes de la coiffure. C'est clairement dans cette optique-là qu'elles ont créé ce cercle-là. C'est pour un peu justement casser, comment dire, cette manière d'être qui est d'être beaucoup dans la compétition, dans le jugement, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est ça, hein, c'est le côté déjà petit entre guillemets, à échelle humaine, le côté très abordable et humain qui permet justement une adhésion un peu plus facile, je dirais, au collectif quand on est une femme. Mmh. Et pas que d'ailleurs, c'est que, on a par exemple des gens qui sont en reconversion, Mmh. qui, viennent de secteurs, totalement différents. Par exemple, dans l'ingénierie forestière, voilà, ok. bon, bah, le truc, d'arriver à devenir un développeur, Bubble ou un développeur no code, bon voilà, c'est quand même un monde, mais je trouve que c'est une richesse pour moi, Hmm. pour avoir, j'ai pas mal bossé sur des problématiques d'entreprise, très différentes, en tant que consultant, et c'est vrai que, les gens qui ont une expertise métier, une expertise de terrain, eh bien, quand, tu leur donnes un peu des outils de compréhension sur comment ils peuvent gérer de la donnée de leur métier terrain, c'est des personnes qui te font des outils, mais incroyables, avec, une précision, une facilité de pilotage et cetera. Et je trouve que nous, notre logique, c'est vraiment d'avoir une pluralité, d'origines, de savoir-faire, parce que, bah, si on a, je parle d'un projet, que j'ai fait avant l'atelier digital, mais, auprès des syndicats forestiers, d'accord? Des Mhm. syndicats de propriétaires de forêts, qui utilisent une solution, développée en no code, pour toute leur gestion d'informations, entre les membres, entre les différentes commissions, et cetera, et cetera. Eh bien, et bah, le fait que si à l'époque, j'avais eu, cette personne qui connaissait, le monde de la forêt, eh bien, la facilité, enfin, la connaissance qu'elle avait de son métier et des contraintes de ce métier aurait certainement, dans le cadre de ce Mhm. projet, fait Bien gagner sûr. beaucoup de temps. Et ça fait partie des choses qui sont importantes, quoi. Voilà. Et ça, c'est, je trouve, ce que tu soulignes là, est un des choses que je trouve très intéressant dans ce mouvement no code, c'est qu'il n'y a pas tant que ça, heureusement, enfin, il y a une majorité de gens qui ne viennent pas du monde de la technique, qui n'ont pas des backgrounds de développeurs, mais qui ont d'autres backgrounds, qui ont d'autres profils et qui amènent aussi à la table. Et ça, je trouve ça intéressant. Je sais pas, l'autre fois, je parlais avec Kevin, j'aime bien ce Kevin Chatignon, par exemple, qui était RH, qui se met au no-code, bah, du coup, il sait faire du no-code pour les RH, quoi, en quelque sorte. Enfin, bon, no-code, ça va un peu tout rien dire, mais faire des automatisations, des ops, etc. Et en fait, on a la technique, c'est une part, mais de pouvoir aussi avoir une compréhension, enfin une connaissance un peu peut-être d'une niche ou un truc comme ça peut aider. C'est pas du tout obligatoire, évidemment. Enfin, ça peut être bien aussi juste de savoir faire de la technique, mais ça, c'est vrai que c'est cette richesse, je la trouve intéressante, et même je la trouve sympa, pour être honnête, dans les meet-up, etc. C'est quand même sympa aussi d'avoir des gens qui viennent juste de plein de profils différents. Ça évite un peu l'effet que des gens qui viennent ça fait un peu de diversité, puis ça évite des gens qui viennent, je sais pas, tous des mêmes études, les mêmes références, les mêmes trucs. C'est une richesse qui est, je trouve, assez chouette dans la communauté en France, en tout cas. Ah, c'est clair, c'est une force, hein. Et je pense que c'est là où le no-code, peut infuser, dans les entreprises, dans, le savoir-faire, et on se crédibilise. Moi, je vois qu'en l'espace de 3 ans, je sais pas toi ton ressenti, Alexis, là-dessus, mais je trouve qu'en l'espace de 3 ans, il y a vraiment, on nous prend plus pour des geeks, qui font des petits MVP dans leur côté, mais vraiment, le no-code est devenu, une Une réflexion, option, ouais, une option une option sérieuse, viable. ouais.
Ouais, et ça, je pense, pour moi, c'est dû à 2 facteurs, c'est-à-dire la maturité des outils aussi. Et après, justement, après, on va parler un petit peu de ce que vous utilisez. Et puis les gens, effectivement, ce qui a été livré, ce qui a été fait, le niveau technique d'un certain nombre de développeurs et de développeuses qui ont fait des choses, et puis des projets qui ont mûri, qui ont eu des besoins de plus en plus croissants, qui ont réussi un peu ce truc de sortir du MVP, des projets qui ont marché aussi commercialement, donc qui leur ont permis de passer cette étape de MVP. Donc oui, c'est vrai. Et ça, bon, il y a encore un petit peu des fois, on croise encore des gens qui en sont encore un petit peu à ce stade-là, mais ça devient très facile de leur répondre, quoi, de leur donner des exemples, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et alors justement, parlez-moi un petit peu, on a parlé un petit peu de Bubble. Enfin, à la limite, là, peut-être ce qui m'intéresse plus, vous pouvez me dire un petit peu les outils que vous utilisez pour produire pour vos clients, mais aussi, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu les outils que vous utilisez en interne. J'ai entendu que tu as mentionné Notion, par exemple. Vous faites vos propres outils aussi, donc cet outil de devisage. Mmh. J'imagine que vous l'avez fait peut-être avec Bubble. Oui, bien Voilà sûr. un petit peu vos ops. Voilà, je sais pas qui veut répondre, qui travaille le plus sur ces choses-là, mais Alors, sur les outils, sur un peu la stack technique, on utilise bon des outils qui sont, bien connus de tout le monde. On a parlé, de Bubble, on a parlé, de Make Zapier pour la partie automatisation. Notion sur lequel on a développé, toute notre documentation technique, directement sur Notion, et cette documentation technique, c'est finalement le contrat de confiance que l'on a avec nos clients. C'est-à-dire que, bah, en tant que coopérative, on a une transparence totale mmh. sur ce que l'on livre à nos clients, et un petit Vous peu, documentez beaucoup? on documente, Ouais. en tout cas, par rapport à ce qui se fait, par rapport à la moyenne, Ouais. on est, je pense, très exigeant dans la rédaction, dans le côté traçabilité de ce que l'on fait sur l'application. Est-ce que tu confirmes, Fanny? Ouais. J'ai besoin de ce que tout le monde. Non, mais c'est vachement bien, hein, je veux dire, parce que soyons honnêtes, hein, c'est pas du tout le cas Mmh. de tout le monde, notamment dans les agences. Enfin, c'est pas pour taper sur les agences, mais il y a aussi vachement ce truc de il faut livrer, et puis bon, documentation, ça vient plus tard, quoi. Ouais, et donc nous, on est à la fois, c'est à la fois un document, qui est utilisé au début de relation avec le client pour qu'il puisse se renseigner, un truc tout bête, mais par exemple, son lexique interne. Parce que, Ok. le fait, des fois, on utilise un terme, mais ce terme, il est faussé. C'est-à-dire que, par exemple, le mot dashboard, tiens, je prenais l'exemple du mot Hmm. dashboard. Heu, J'ai failli traduire en français tableau de bord, puis bon, je me suis dit quand même les gens doivent connaître. mais voilà, mais typiquement, un dashboard, il y en a qui prennent le mot dashboard comme, par exemple, un outil où on va avoir, des graphiques et les métriques clés de l'entreprise pour piloter l'entreprise. Hmm. D'accord? Mais parfois, le dashboard, dans certaines, structures, c'est tout simplement l'outil d'administration et de pilotage. Hmm. Donc Ça, ouais. c'est la partie admin, et donc si quand on discute avec le client, il nous parle de dashboard, donc nous on pense graphique, KPI, et en l'occurrence lui, il nous parle de structure de base de données, de remplissage, de vérification et de Hmm. validation et de process, et ben on parle pas de la même chose. Et donc Hmm. voilà, typiquement dans notre outil, en début de relation, dès qu'on a un mot qui qu'on comprend pas ou qui est pas clair, ou qui est un peu, à contre-courant de ce qui se fait sur le marché, on le note dans l'outil. Comme ça, quand il y a un développeur qui arrive sur le projet, ou quand on... Qu'est-ce qu'il nous avait dit là-dessus? Ah ouais, ça veut dire ça, oui. SPA, c'est pas Société Protectrice des Animaux, c'est système d'automatisation de machin, quoi. Donc voilà. Et donc ça, voilà, toute notre documentation. Et puis c'est un document qu'on laisse à notre client une fois qu'on a fini la livraison, et après la période de mise en conformité de notre application. Il faut savoir que nous, par exemple, on a un budget sur la recette. On facture Hmm. la recette à nos clients et on leur Hmm. explique pourquoi on le fait. Et ça peut monter jusqu'à 20% du montant total du Hmm. développement. Mais c'est mais c'est Ah, c'est bien. mais c'est pas
c'est pas déconnant, hein. Ça permet Ah non, d'aller si jusqu'au c'est fait, c'est une vraie étape, de la gestion de projet et faire un carnet de recettes, des choses comme ça prend du temps, enfin c'est un vrai truc, quoi. exactement, et de bien remonter les bugs, de bien les Mmh. identifier, de bien les regrouper. Est-ce qu'on fait après du refactoring pour optimiser? Parce qu'on s'aperçoit que un truc tout bête, hein, mais tant qu'on est sur sa petite base, Airtable avec ses, 20 champs, ça va. Bon, quand on lui met, 5000, lignes d'un seul coup, on se dit: «Ah mince, c'est bizarre, il en a pris plein la gueule». Mmh. Donc voilà. Donc ça voilà, ça fait partie des outils qu'on aime bien. On a utilisé, pas mal ClickUp, notamment sur la partie gestion de projet, qui est pour moi un bon produit, et cetera. Mais bah, collectivement, notamment moi je viens vraiment de la gestion de projet pure et dure, donc j'avais un peu imposé, ClickUp en disant: Mmh. «C'est vraiment le bon outil», et c'est vrai que ça reste un superbe outil. Mais bah, on a bien vu qu'avec à la fois les clients et à la fois avec l'équipe, bah, multiplier les outils, nous faisait perdre en vélocité, et du coup, bah, dans le Notion, on a reproduit, les tasks, de ClickUp, qu'on a adapté, à notre process, et puis dans la gestion de projet, par exemple, pour l'évaluation du temps, hein, sur une fonctionnalité, sur une feature, bah, on fait le poker face, et chacun, des développeurs dit: «Voilà, moi je vois ça, c'est, 10 minutes, c'est, 2 heures, c'est 3 jours». Mmh. «Ah bon? 3 jours?» Et l'autre il dit: «10 minutes, on voit pas la même chose». Bah oui, effectivement, quand on discute ensemble, on s'aperçoit que: «Ah oui, j'avais pas vu ça. Ah oui, effectivement, oui, peut-être que 10 minutes, non, non, c'est peut-être une journée de boulot finalement à faire». Donc voilà, donc ça c'est ouais, ça fait partie des outils qu'on a mis en place, pour justement partager, collégialement, les bonnes pratiques et les bonnes méthodes. OK. Voilà. Mmh. Fanny, toi, est-ce que tu t'es intégrée facilement là-dedans, dans cette organisation? Mmh mh. Ouais, Est-ce que tout le monde participe aussi au développement justement de ces outils, la configuration, tout ça? hem, par rapport, à l'outil on utilise pour documenter et faire la gestion de projet, c'est ça Bon, ou? en général, ouais. Enfin désolé, j'ai Mmh. mélangé 2 questions, Ouais, d'un pas coup. de souci. De toute manière, en fait, on utilise, le même template, en fait, sur Notion, que justement on vient au fur et à mesure, agrémenter ou modifier, selon les besoins et selon l'évolution. Donc, par rapport à la documentation, c'est, en fait, très facile, comment dire? À remplir. De base, on a toujours la même convention de nommage, du fait qu'on utilise, les mêmes, méthodes et outils qu'on a validés en amont depuis Mmh. la création, sur laquelle on s'est tous mis d'accord. L'organisation des workflows. Ensuite, dans ce template, je pense qu'il est assez connu sur Notion, mais bon, on a des espaces dédiés par exemple, à tout ce qui est, design, maquette, où à l'intérieur, on peut mettre directement des liens qui seront du coup accessibles, aux clients. Et aussi, pour tout ce qui est base de données aussi, on peut intégrer, en ce moment sur un projet, on fait, le modèle conceptuel de données sur, sur Drive, et on met ce lien, Drive directement dans Notion, pour qu'en fait le client ait vraiment accès en temps réel, à ce qu'il fait, enfin ce qu'il fait dans cette documentation-là, et que le jour où, le projet doit passer entre d'autres mains, la personne a tout là-dedans, et on documente, le plus possible aussi à l'intérieur de l'outil là, notamment Bubble. Donc c'est vrai que déjà pour cette partie-là, tout est déjà intégré de base. Mmh. On va juste remplir selon les projets, selon ce qui est, rajouté, et pour tout ce qui est gestion de projet, c'est pareil. On a une roadmap qui est déjà intégrée, des backlogs avec un Kanban qu'on va, grossir selon les besoins. Mais, voilà. Est-ce que ça j'imagine que ça aide aussi de pas, utiliser, 30 000 outils, quoi. C'est-à-dire le fait aussi, ça c'est un des bienfaits, j'imagine, Mmh. quand même de beaucoup utiliser Bubble, c'est que vous avez une culture commune, comme tu disais, autour de l'usage de Bubble, la manière de l'utiliser et puis de capitaliser là-dessus et de dire: «OK, on démarre un projet, bon, on sait ce qu'on fait, on y va, on déroule et puis on».
sachant qu'on n'a pas que Bubble dans les, dans la stack technique. Ouais. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Bubble. Par exemple, un outil qui mérite quand même qui est un outil de conception de site web qui s'appelle AppDrag. Qui est une solution intéressante qui je trouve auprès de la communauté mériterait qu'on en parle un peu plus. Alors j'en ai jamais entendu parler. Et J'avoue, je commence à avoir un peu du mal à suivre tous les outils. exactement. Mais ok. Mais la logique d'AppDrag, c'est que c'est un outil avec un système de construction de blocs qui fonctionne un petit peu à la Doric ou à la Elementor dans WordPress, par exemple. Mais c'est surtout que cet outil peut se connecter avec un cloud backend et donc avec une vraie base de données qui peut être interpellée en ce qu'on appelle en visual SQL, c'est-à-dire sans avoir de connaissances SQL directement et d'afficher, par exemple, une liste de produits. Je vais pouvoir très facilement me créer un petit template, une page pour renseigner mes inputs avec le nom du produit, le truc, le machin, et instantanément avoir un affichage qui se fait sur l'outil. Et en termes de SEO, ce produit est une dinguerie. Et donc, pour toutes les clients qui ont une problématique de visibilité, de référencement, et il y en a quand même pas mal qui ont cette problématique, nous, c'est vraiment un outil qu'on recommande, et souvent, on va le coupler avec un autre outil no-code. On va faire un site vitrine, et on va pousser des fois des données qui proviennent de l'application ou de la plateforme qu'on développe pour le client. On pousse ces données dans AppDrag, qui permet d'avoir donc une mise à jour et une simplification pour le client. Il n'a pas à savoir utiliser un WordPress, un Webflow, un machin à bidule. Il a la plateforme qu'on lui développe, il rentre ses nouveaux produits, il désactive ses trucs, ses nouveaux magasins, par exemple, il les désactive, et automatiquement, la map est mise à jour en temps réel, avec des qualités de référencement incroyables. Voilà. Et puis, il y a aussi du FileMaker qu'on utilise, qui est un vieil outil. Ok, ça, j'avais pas vu venir, celle-là. Ouais. Bon, ça, c'est le côté, le fait d'avoir un peu les cheveux grisonnants sur les tempes. T'es pas obligé de le dire, on est dans un podcast. Ça se voit pas, c'est vrai. Mais il n'empêche que ça fait partie des outils où il y a pas mal de PME qui, dans les années 2000, 2010, ont construit une partie de leur système d'information avec un outil qui était accessible, qui pour moi est vraiment un peu un l'ancêtre des outils no-code, parce que il permettait... Airtable, carrément. Exactement, tout à fait, exactement. C'est vraiment la même philosophie là-dessus. Et il y a quand même pas mal de PME qui ont cet outil interne, qui est un très bon outil sur les applications métiers internes, mais qui, dès qu'il faut aller vers l'extérieur, c'est une catastrophe. Et donc nous, au sein de l'atelier, on a fait beaucoup de portages ou de connexion avec leur système interne. On l'a fait par exemple pour un centre de formation qui avait tout son système de gestion d'information et de leur formation avec les programmes, etc. Ils ont près de 8000 formations différentes, le catalogue. Okay. Donc toi, c'est quand même un truc de dingue. Et du coup, on a fait un portage et on a créé une communication pour l'utiliser dans un outil no-code. Voilà, ça donne un exemple de passerelle qu'on peut faire avec des outils qui sont installés, des systèmes un peu anciens, notamment pour des PME, qui est un peu notre cible, et du coup, de faciliter l'ouverture pour l'extérieur. Et du coup, naturellement, ils choisissent leur formation, ils choisissent les sessions qui étaient gérées dans leur ancien système d'information, mais ils sont dans une belle page web, les clients, ils mettent les informations et automatiquement l'information rentre dans FileMaker en l'occurrence, mais dans le système d'information existant. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok.
Ouais, bah, super, super intéressant. Bah, écoutez, merci beaucoup pour tout ça. On a bien, je pense, un peu, saisi. Alors on pourrait parler longtemps pour en plus, en détail dans tout ce que vous faites, mais on aura l'occasion de se reparler justement, de suivre un petit peu votre aventure. Pour terminer, juste peut-être un mot chacun sur un peu le futur, à la fois de l'atelier digital et puis à titre personnel chacun. Je sais pas s'il y a des choses aussi dans ce que vous faites, dans l'écosystème no code, que voilà, que vous attendez. Oui, Fanny en premier peut-être. Ouais. Donc dans le futur pour l'atelier digital, donc on va avoir ce lancement de la plateforme dont parlait Marc en début février, si tout va bien. Et voilà. Enfin, mon côté à moi, je vois pas trop ce que je peux ajouter. OK, non, bah, c'est déjà très bien. Ouais. Et toi Marc? Et puis, bah, alors sur le côté, de l'atelier, il y a des beaux projets. Donc, on a parlé, du cercle des femmes. Il y a aussi, le la on fait l'incubation, on a lancé un incubateur technologique avec, A2Job qui veut devenir le welcome to the jungle du secteur, médical et médico-social avec, la valorisation de la marque employeur et puis un job board intelligent, là-dessus. Et donc techniquement, voilà, ça fait partie des choses, des projets qui sont sympas et une plateforme aussi pour, ce qu'on appelle les alumni, les gens qui quittent les formations, qui s'appelle Mmh. Valnoot, qui a été un projet, qui a été porté, qui a mis plus de 9 mois à voir le jour et qui, permet, tout simplement, aux écoles, d'avoir une plateforme, pour Pour gérer leurs alumni. gérer leurs OK. alumni et même mieux que ça, c'est-à-dire que, quand tu gères les alumni qui sont partis, c'est pas très intéressant, mais c'est dès le recrutement, on va intégrer les étudiants dans une Mmh. plateforme pour trouver, leur alternance, leur stage. Les étudiants qui sont en poste peuvent, partager, leur expérience et montrer et développer leur, leur personal branding et puis ça permet en bout de course aussi il y a certaines formations, donc tout le monde parle de LinkedIn, mais je discutais avec l'école du Cruet qui est une spécialisée dans tout ce qui est formation, la réparation des produits électroménagers, des télés, etc. Eh bien, les gamins, enfin les gamins ou moins gamins qui sortent de ces formations ne sont pas sur LinkedIn. Et Mmh. donc, une fois ils ont fait leur formation pour être réparateurs télé, eh bien, ils disparaissent du Mmh. circuit. Et Bien donc, sûr. un outil comme Valknut.io, bah, c'est un exemple parfait pour garder le contact et aux recruteurs de pouvoir trouver les bons candidats. Mmh. Super, Voilà, que voilà. des beaux projets et bah, écoute, on va suivre tout ça avec attention. Où est-ce qu'on vous suit, l'atelier digital et chacun individuellement? Alors l'atelier digital, bah, déjà c'est atelierdigital.io, c'est le site web. On a le LinkedIn, on a aussi, l'Instagram qui est tout nouveau OK. et puis je te donnerai, bah, du coup, le Vous m'enverrez les liens, je les mettrai dans les notes. avec plaisir, voilà. Et puis, bah, bien sûr, le LinkedIn, c'est aussi, aujourd'hui un outil, pratique pour, prendre contact directement avec, les membres, de l'atelier. Il suffit d'aller sur le site et cliquer sur équipe et on a les LinkedIn de tout le monde. Carrément. Vous êtes aussi sur le Slack de No Code France, Oui, évidemment. bien sûr, oui. Ça paraissait évident. Je le précise, des fois, j'ai des invités qui n'y sont pas encore, ça arrive de plus en plus Ouais, rarement, ouais. Mmh. mais c'est surtout pour dire aussi que les gens peuvent vous contacter là-bas, enfin si ça vous Oui, va en bien tout cas, sûr. donc Non, LinkedIn, non, bien sûr voilà. et puis, bah, je vais aussi, participer au mentorat de No Code Ouais, France. Je me suis porté, volontaire, on est venu me chercher, mais ouais. donc j'ai été désigné volontaire d'office. Mais voilà, ça c'est aussi, bah, ça fait partie des valeurs d'accompagnement Mmh, et de partage, parce que sinon, on serait pas là. carrément. Ouais, moi aussi, je me suis inscrit. Voilà, Et voilà. bah, super, merci beaucoup et Merci puis, à à toi. très bientôt. Merci. Ciao. Merci. Ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.